Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Pétage de plomb à la CAF de Pointe-à-Pitre. Hier, un allocataire furieux s'en est pris au centre d'accueil. Un acte de vandalisme qui entraîne la fermeture du service jusqu'à nouvel ordre. Le reportage est à venir. Des solutions ont été trouvées pour le problème de l'eau. Une réunion s'est tenue cet après-midi entre le comité des usagers de l'eau et le conseil départemental. Les deux parties ressortent satisfaits. Les éléments dans un instant. Le mouvement des collèges continue. Aujourd'hui, c'était au tour du collège Mathéliane de Goyave de rentrer dans la danse. Les enseignants veulent que l'établissement intègre le réseau d'éducation prioritaire. Les éléments dans un instant avec Linda Kayarsi. Et enfin, EDF vient en aide à ses clients précaires. Ceux-ci seront pris en charge pour maîtriser leur consommation d'énergie. Nos explications dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. L'agence de la CAF de Pointe-à-Pitre a été saccagée hier. Des dégâts matériels causés par un allocataire mécontent pour des raisons encore indéterminées. Face à cet acte de vandalisme, la direction de la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe a décidé de fermer le centre d'accueil jusqu'à nouvel ordre. Reportage Linda Kayarsi et Karen Diam. Depuis hier, cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Sur ces images, un allocataire mécontent qui saccage les locaux de la Caisse d'allocation familiale de Pointe-à-Pitre. Alors hier, effectivement, nous avons donc un allocataire qui s'est présenté à notre agence. L'agent d'accueil a voulu savoir effectivement quels étaient les motifs de sa visite. Il n'a pas répondu et en fait, avec une canne, il s'est mis un peu à tout casser. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous avons, comme dans tous les accueils publics, des incidents, mais celui-là, effectivement, il a été particulièrement grave et violent. Depuis, une cellule d'aide psychologique a été mise en place pour prendre en charge le personnel extrêmement choqué et des mesures supplémentaires de sécurité seront prises, avec notamment une présence accrue d'agents de sécurité. En ce qui concerne les problèmes de sécurité, sur lesquels on avait déjà fait quand même des efforts importants. Et notamment, vous devez savoir que dans nos centres, les agents sont tous dans des box sécurisées. Nous sommes un des rares services publics où l'agent n'est pas en contact direct avec l'allocataire qu'il reçoit. Mais on voit bien que ça ne garantit pas, je dirais, une sécurité à 100%. Donc, avec les agents, nous allons voir effectivement, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. En réaction, la direction de la Caisse d'allocation familiale a décidé de fermer l'agence au public. Une plainte a par ailleurs été déposée, sorte d'avertissement envoyé aux allocataires agressifs et irrespectueux des règles. Agir face à la délinquance, c'est l'une des actions que mène la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre. Elle a créé son conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. L'idée étant d'accompagner les délinquants à une réinsertion sociale. Nathalie Dinan et Patrick Curie. Les forces de l'ordre et les services de sécurité se mobilisent sur la voie publique au quotidien pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de faits délictueux. Mais on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque personne. Dans le Nord Grande-Terre, les 5 maires ont donc uni leurs forces et mutualisé leurs moyens au sein d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention. Nous avons décidé de mettre en place ce CISPD pour permettre de juguler un petit peu les affaires sur le territoire de la communauté d'agglomération. C'est un outil qui sera extrêmement important. À partir du moment où nous sommes 5, l'union fait la force. Et donc, par conséquent, nous aurons des moyens humains supplémentaires, nous aurons des moyens financiers. Et donc, par conséquent, nous serons beaucoup plus à l'aise pour mettre tout ça en place. Les représentants de la CNBT, le département, le tribunal et le préfet ont paraphé une charte de confidentialité et de partage d'informations.
Afin de mettre en place des actions pour lutter contre l'insécurité, ils vont travailler de concert avec les acteurs sociaux. L'actualité nous le rappelle au quotidien. Nous sommes encore confrontés à des règlements violents, des conflits entre personnes. Ce sont les crimes passionnels, des violences intrafamiliales, des différends de voisinage qui peuvent, déboucher sur des homicides. Nous partageons, aujourd'hui ce diagnostic et nous allons mettre ensemble des actions, de prévention. C'est une œuvre de longue haleine. Grâce à ce CISPD, les 5 maires vont pouvoir impulser une politique locale de sécurité et de prévention cohérente et, on l'espère, diminuer la délinquance de voie publique et les troubles à la tranquillité. Et je vous le disais en titre, le problème de l'eau est passé en revue cet après-midi. Des accords ont pu être actés entre le comité des usagers de l'eau et le conseil départemental. On écoute Germain Parent, le président du comité des usagers de l'eau, qui ressort satisfait. Propos recueillis par Moïse Dexter. Il en est sorti des bonnes choses parce qu'on a discuté longuement sur la problématique de l'eau dans son ensemble. On a abordé tous les points de canalisation, points de facturation, point de distribution, point de tout. Et on a acté 3 points. C'est que premier semestre 2017, il y aura une médiation, un médiateur qui sera ici pour qu'on puisse discuter de la facturation et régler le problème de la facturation exorbitant, toutes les difficultés que rencontrent nos usagers avec la facture, pour régler ça. Deuxième point, il y aura dans tous les secteurs de la Guadeloupe des brigades pour gérer toute la problématique de l'eau, au niveau des fuites, au niveau des compteurs, tout ce qui n'est pas bon sur le terrain. Troisième point qu'on a acté, c'est que Madame la présidente du Conseil général s'est engagée de rencontrer le président de la région pour pouvoir véritablement commencer à trouver l'argent qu'il faut et pour mettre en place une canalisation nouvelle pour l'ensemble de la Guadeloupe. C'est déjà un plus parce que quand on ne discute pas, quand on n'arrive pas à voir les gens, ça pose problème. À partir du moment où on a été reçu et où on sera reçu et on commence à parler, on commence à discuter, la problématique de l'eau fait que les Guadeloupéens, l'un et l'autre, commencent à trouver des problèmes de part et d'autre. Et cela fait des années que ça existe. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'on est fiers quand même d'être autour d'une table et avec la présidente du département pour parler avec elle sur le fondement de la problématique de l'eau. Et pour Josette Borel-Lassertin, la présidente du conseil départemental, cette réunion aurait dû avoir lieu depuis bien longtemps. Elle en est ressortie amplement satisfaite. Elle est interviewée par Moïse Dexter. Alors une réunion très intéressante, une réunion indispensable qu'on aurait dû faire il y a bien plus longtemps, mais je crois que mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui, nous avons balayé un peu les problèmes que rencontrent les usagers à travers les interventions de M. Parent. Surtout le problème important, c'est le problème de la facturation, parce qu'il y a des factures qui arrivent avec un montant inacceptable. Donc faire en sorte qu'il y ait un médiateur de l'eau, faire en sorte aussi que les communes soient accompagnées par des brigades de façon à permettre d'identifier là où il n'y a pas de compteur, là où il y a des compteurs qui fuient. Donc tout ceci, nous pouvons le mettre en œuvre. Et puis le problème des canalisations, c'est rencontrer le président de région et puis, je crois, essayer d'avancer et planifier. Parce qu'il n'y a pas de calendrier des interventions pour pouvoir permettre de rassurer la population. Éducation maintenant, le mouvement des collèges continue et s'amplifie. Chaque jour qui passe rallonge la liste des établissements touchés. Aujourd'hui, c'est au collège de Mateliane-à-Goyave que les enseignants se sont mobilisés. 3 grandes revendications, dont la principale est l'intégration du collège en réseau d'éducation prioritaire. Reportage Linda Kayarsi. Renégociation de la carte scolaire, maintien de la 5e division de 6e pour la rentrée prochaine et sans oublier le placement REP du collège Mateliane. Ce matin, parents d'élèves et représentants des personnels enseignants viennent renforcer le vent de protestation qui souffle sur les établissements du second degré de l'archipel. Donc on a un public assez défavorisé dans l'ensemble. Donc on souhaite
On souhaite vraiment vivement avoir toutes les conditions idéales de façon à les accompagner pour la suite, donc pour leur scolarité. Davantage de moyens pour un enseignement de qualité, pour un établissement scolaire qui doit faire face à des taux de réussite très faibles, au brevet ou encore à un pourcentage élevé de collégiens qui ont des difficultés de lecture. Il faut savoir qu'à Goyave, on n'a pas de cinéma, on n'a pas beaucoup de trucs culturels, d'endroits culturels. On a une bibliothèque, une petite bibliothèque, c'est tout. Donc ces enfants-là, c'est l'établissement, c'est l'école qui leur permet d'avoir accès à la culture et ne pas leur donner les moyens, ne pas donner d'enseignants pour pouvoir leur permettre d'aller à la culture, c'est mettre nos enfants en difficulté. Donc les trouver dans la rue plus tard à Goyave, voilà. Au collège de Matéliane, la dotation horaire globale fait aussi partie de la longue liste des revendications des enseignants. Des enseignants qui attendent désormais beaucoup du rectorat pour améliorer leurs conditions de travail. Et notez que le mouvement ne sera pas reconduit au collège de Goyave. Les cours reprendront dès demain aux horaires habituels. Et ce mouvement a mené 5 délégations des collèges de Pointe-Noire, du Moule, de Saint-François, Goyave et Trois-Rivières à se rendre devant le rectorat ce matin. Ils ont souhaité être reçus par le recteur et déplorent des promesses non tenues suite aux différentes réunions. En clair, ils veulent moins d'heures supplémentaires pour un meilleur suivi des élèves. On écoute à ce sujet Emmanuel Roublot, représentant de la FSU, au micro de Karen Diamin et Linda Kayarsi. Il y a des promesses qui ont été faites, des délégations du rectorat se sont déplacées parfois dans les établissements, mais pas toujours. Des promesses ont été faites sur des délais de recréation de classes et n'ont pas été respectées. C'est-à-dire que les recréations se feront certainement au mois de septembre. Or, des recréations au mois de septembre, on sait que ce sera forcément avec des postes de contractuels et non pas des postes de titulaires. Ce qu'on espère, c'est que chaque établissement déjà soit reçu par le rectorat, ce qui n'est pas le cas, et qu'ensuite ils puissent faire valoir leurs propositions en termes de dotation pour offrir aux élèves les meilleures conditions possibles avec des effectifs par classe les plus faibles possibles et des enseignants qui soient le plus à même d'effectuer leur service de manière concentrée. Voilà. Une semaine après le séisme de 5,5 sur l'échelle de Richter ressenti en Martinique et en Guadeloupe, Harry Chalus, président du Conseil régional, a interpellé le gouvernement ce mardi à l'Assemblée nationale. Il sensibilise l'État sur l'urgence d'accroître la sécurité des bâtiments publics, notamment celle des écoles. Éric Dupuis pour ATV Paris. Le séisme de la semaine dernière continue de faire des vagues, mais à l'Assemblée nationale cette fois, Harry Chalus, avec sa casquette de député, interpelle le Premier ministre sur l'accélération nécessaire du plan séisme Antilles. De quelle manière le gouvernement entend-il renforcer ce plan de manière à bien plus rapidement mettre en sécurité les enfants de nos régions? Beaucoup d'établissements, plus de 70 ans, rappelez-vous de ce qui s'est passé en Italie. Celle qui va répondre, c'est la ministre des Outre-mer qui laisse poindre un certain agacement pendant la question du Guadeloupéen. Sur la période 2016-2020, près de 450 millions d'euros seront ainsi consacrés à la reconstruction de 120 établissements scolaires, d'une quinzaine de casernes de pompiers et de près de 3000 logements sociaux. Harry Chalus a chiffré à près de 6 milliards d'euros les rénovations des bâtiments dans les deux îles. Les 450 millions d'euros rappelés par la ministre semblent cependant lui convenir. Ce qui est important pour nous, c'est que le gouvernement s'engage à nous accompagner, attention, à nous accompagner, parce que nous accompagnons aussi, nous, les collectivités, accompagner à réduire un maximum de risques pour nos jeunes, pour nos élèves. Nous avons accompagné la commune de Déhé, la commune de Bouillante et d'autres communes, la commune de Saint-Claude aussi, qui ont déjà entamé des travaux. Si nous avons un plan de financement sur quelques années, au moins nous saurons que nous prévenons pour l'avenir. Le plan séisme Antilles a été activé il y a 10 ans. Pourtant, rien qu'en Guadeloupe, selon le député, 298 établissements scolaires restent encore à rénover. Il est philosophe, conférencier et écrivain français. Frédéric Lenoir est en Guadeloupe pour une conférence sur le bonheur, l'un des ingrédients fondamentaux de la vie. Frédéric Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, votre conférence de samedi, le thème principal en tout cas, c'est sur le bonheur. Qu'est-ce qui vous a incité à traiter de ce sujet du bonheur ?
Je crois simplement que quand j'étais enfant et surtout adolescent, j'étais pas très heureux. Et du coup, je me suis posé la question, mais au fond, c'est quoi être heureux? Comment est-ce qu'on devient heureux? Est-ce qu'on peut cultiver le bonheur? Est-ce que c'est lié simplement à la chance, à notre génétique, à notre sensibilité? Ou est-ce qu'on peut faire un travail sur soi qui permet d'être plus heureux? Et je suis parti dans cette voie-là. J'ai fait des études de philosophie, je me suis intéressé à la psychologie. Et donc, tout ça m'a amené progressivement à développer, si vous voulez, cette question du bonheur et à en faire plusieurs livres. Alors, est-ce qu'il y a une réponse collective au bonheur? Oui, disons qu'il y a quand même des choses tout à fait universelles. Et puis après, chaque individu va trouver son bonheur selon ce qu'il est. Donc il y a des réponses subjectives. Quelqu'un qui est fait, par exemple, pour être très actif, il sera heureux dans l'action. Quelqu'un qui est fait, au contraire, qui est plus contemplatif, il sera heureux dans un mode de vie beaucoup plus ralenti. Un homme qui est artisan, il sera heureux dans le travail manuel. Un homme qui est intellectuel, il sera heureux dans le travail intellectuel. Ça, ce sont les grands universaux. Mais à l'intérieur de ça, évidemment, il y a aussi quelque chose de très important, qui est que l'être humain est essentiellement heureux dans la relation. Ce qui nous rend heureux, c'est la qualité des relations affectives que nous avons. Nous avons besoin d'amis, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de liens, et c'est l'essentiel du bonheur. Oui, nous l'entendons, mais le bonheur, c'est quand même éphémère. On rencontre forcément des obstacles. Oui, alors bien sûr qu'il y a des difficultés, mais toute la sagesse, c'est d'arriver justement à ce que le bonheur soit à l'intérieur de nous et pas uniquement dans les événements extérieurs. Sinon, effectivement, on va être déstabilisé. Dès qu'il va y avoir une difficulté, une épreuve, etc., on va perdre son bonheur. C'est pourquoi on peut travailler sur soi pour essayer que ce qui nous rend heureux, c'est le regard qu'on porte sur la vie. Et regardez, vous avez des individus, il leur arrive les mêmes événements, il y en a un qui va être totalement malheureux et déstabilisé, l'autre, il va garder sa confiance, son amour dans la vie, et ça ne l'atteindra pas très en profondeur, même s'il peut y avoir des obstacles et des difficultés. Justement, ces obstacles, à trop vouloir être heureux, est-ce qu'on peut au final devenir malheureux? Oui. Il y a des gens qui disent, et c'est certainement vrai, que l'obsession du bonheur rend malheureux. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parfait, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais totalement. Mais je crois que d'avoir simplement ces petites attitudes du quotidien, d'essayer le matin de remercier la vie, d'être en bonne santé, d'essayer d'être attentif à tous ces petits plaisirs du quotidien, de prendre son thé ou son café, de voir des amis, d'entendre quelque chose qui nous fait plaisir, de se conscientiser. Tous ces petits moments de plaisir, ça rend beaucoup plus heureux que si on n'en prend pas conscience. Il y a un poète, Jacques Prévert, qui dit cette phrase merveilleuse « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Ça veut dire que c'est bien souvent lorsque le malheur arrive qu'on se dit « J'avais tout pour être heureux, mais j'en ai pas pris conscience ». Alors justement, du bonheur, un voyage philosophique est l'un de vos livres, dans lequel vous dites que donner un sens à sa vie est l'une des clés du bonheur. Est-ce que cela signifie qu'il faut faire des choix pour être heureux? Absolument. Je suis convaincu que les deux pilier du bonheur, si vous voulez, c'est le plaisir, savoir bien discerner et savourer tous les petits plaisirs, mais aussi donner du sens à sa vie, c'est-à-dire orienter sa vie, faire les choix les plus justes. Si on est incapable de choisir, on sera toujours malheureux. Et donc, il faut savoir faire des choix et essayer d'aller vers ce qui est le plus juste pour nous. Et ce sont des choix professionnels, ce sont des choix de vie affective, ce sont des choix en fonction de l'environnement dans lequel on est, etc. C'est pour ça que la philosophie ou la réflexion peut nous aider à être plus heureux. Parce que si on pense bien, on vit mieux. Et pour ça, il faut arriver effectivement à être capable de faire les bons choix dans notre vie. Alors, est-ce qu'il faut faire des choix? Quel type de choix qu'il faut faire pour être heureux? En fait, ce sont des choix de tous les niveaux. Le premier choix, c'est de savoir déjà ce pourquoi on est fait. Quel est le type d'activité qui nous convient? Quel est le type de métier qui nous convient? Après, ce sont les choix de vie affective. Quels sont le type de personnes avec qui on peut s'épanouir? Vous avez des gens qui se trompent tout le temps. Ils font tout le temps des mauvais choix parce qu'ils sont mus par leur inconscient, par des névroses, par leurs problématiques. Donc, arriver à se connaître, comme nous dit Socrate, connais-toi toi-même, c'est la clé pour faire des bons choix professionnels, faire des bons choix de vie affective. Alors justement, toutes ces questions, vous allez les aborder samedi en conférence. À l'issue, qu'attendez-vous de votre public? Doit-on s'attendre à vraiment une interaction avec le public ou alors un véritable cours magistral? Comment ça se passera? Alors, le fait déjà que je sois à Destréland au milieu de la foule, parce que vous savez, c'est un truc particulier. Je ne suis pas dans une université, je ne suis pas dans une salle de conférence, je vais être au milieu du public. Ça me plaît beaucoup, parce que ça me rappelle les philosophes athéniens. Vous savez que Socrate et les autres, ils aimaient être dans la rue. Ils parlaient aux gens, puis les gens leur disaient « Oui, mais toi, et comment ça se passe ?» Et il y avait un dialogue. Ce qui fait que j'espère que je vais commencer par parler, par dire
tout un certain nombre de choses. Et puis assez vite, je vais dire aux gens, ben voilà, il y a un micro qui va circuler, mais non, dites-moi comment vous vivez les choses, ce que vous en pensez, quelles sont les objections. Et j'espère que ça va être un vrai échange. Donc vous serez là pour les conseiller, vous serez là pour répondre à leurs pour... questions, et puis de dire des choses aussi pratiques. Et puis il y aura aussi une dédicace de livres à la fin. Donc c'est vraiment un moment d'échange. D'accord. Frédéric Lenoir, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur ce plateau. Vous avez un téléphone portable ? Oui, pourquoi ? Je l'utilise beaucoup. Justement, il paraît pour certains que plus on s'en passe, plus on est heureux. Alors, vous voyez, j'ai encore des progrès à faire. Hier était la journée sans téléphone portable. Et pouvez-vous vivre sans le vôtre ? C'est la question que vous a posée Karen Diamin. On regarde. J'en ai un, mais étant donné où j'habite, ça ne fonctionne pas. Ça ne passe pas, pardon. Donc, je l'ai mis au placard. Et vous voilà. Vivez très bien comme ça ? Oui, je me sens bien. Il n'y a pas de problème. J'ai un portable et je pourrais vivre plein de journées sans téléphone. J'aimerais bien m'en défaire. Pourquoi ? Parce que ça devient un esclavage pour les gens d'avoir un téléphone portable. Ça devient de plus en plus insupportable. Autour de nous, c'est impossible de vivre sans téléphone et c'est vrai que c'est pas marrant tous les jours. Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que j'utilise mon portable assez régulièrement et j'en ai besoin. Je ne peux pas vivre une journée sans, même pas une heure sans. Et toi alors, du coup ? Moi, je pense que je pourrais. Hein. Pourquoi ? Parce que, pas volontairement, pas en me disant ouais, aujourd'hui je dépose mon téléphone, mais si jamais il lui arrive une panne ou un truc comme ça, c'est pas un truc qui me manquerait au point de non, je peux pas vivre sans mon téléphone. Une journée, ça me dérangerait pas. Oui, j'ai mon portable dans ma poche, par obligation. Et est-ce que vous pourriez vivre une journée sans le portable ? Je peux vivre des années sans portable parce que je ne suis pas né avec un portable. Mon portable, je l'ai eu à cause de mon travail. Comme je suis intérimaire actuellement, pour arriver à me joindre, il me faut un portable. Et c'est dans cette optique que j'étais obligé de l'acheter. Mais moi, je n'aime pas être esclave de quoi que ce soit. Oui, je pourrais vivre. Pourquoi ? 2 jours même, 3 jours même. S'il est en panne, s'il y a un problème. Est-ce que vous pourriez vivre au moins une journée sans le téléphone portable ? Oui, c'est déjà fait. Sans le portable ? Sans le téléphone portable. Quand on part en croisière, par exemple. On part en voyage, on reste déconnecté pendant une semaine. Donc oui, j'ai un téléphone, non, je ne pourrais pas vivre sans. Pourquoi ? Parce qu'il y a mes amis, les réseaux sociaux et tout. Combien de temps tu passes à peu près dans ton téléphone par jour ? Je sais pas, jusqu'à ce qu'il se décharge en fait. Si je peux vivre sans, il n'est pas utile en fait. C'est au cas où pour envoyer des messages ou autres à mes amis, mais bon, c'est pas vital. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Vous verrez comment EDF vient en aide à ses clients précaires et les matheux de la Guyane en lice pour le rallye de mathématiques. EDF Archipel Guadeloupe développe son action en faveur des clients précaires. À Trois-Rivières, ils ont signé une convention avec la mairie dont l'objectif est d'accompagner le public à faible revenu à mieux maîtriser sa consommation d'énergie tout en respectant son budget. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. C'était au tour de la commune de Trois-Rivières de signer la convention Solidarité Énergie avec EDF Archipel Guadeloupe. Ce document officialise la démarche des deux parties de venir en aide aux clients en situation de précarité énergétique. Nous allons accompagner les familles de la commune qui sont le plus en difficulté pour payer leurs factures d'électricité à travers des réunions d'information qui vont leur permettre d'apprendre comment mieux consommer, comment économiser l'énergie, mais aussi nous allons les accompagner financièrement en distribuant des bons solidarités qui vont leur permettre de s'équiper de matériel plus performant comme des lave-linges plus performants, des réfrigérateurs plus performants. Nous allons aussi distribuer par exemple des lampes basse consommation, tout ça dans une volonté de leur aider à avoir une facture d'électricité qui soit moins pesante pour eux. Le client en situation délicate pourra à travers ce dispositif bénéficier d'un maintien du courant électrique le temps de trouver une solution. Il pourra également recevoir des conseils et services gratuits sur le tarif de première nécessité ou encore comment économiser en consommant intelligemment. Une démarche solidaire dans le droit fil de la politique menée depuis tantôt par Madame le maire. Nous avons commencé en 2008 quand nous sommes arrivés à véritablement mettre un budget au CCAS qui n'en avait pas, qui n'avait qu'un budget de fonctionnement, de façon à mener des actions fortes, des actions de soutien, d'accompagnement de la population. Et là, vous avez raison, mais le microcrédit, nous l'avons mis en place l'année dernière. Et on voit qu'effectivement beaucoup de foyers en avaient besoin, puisque nous avons déjà pas mal de personnes qui peuvent en bénéficier. Aujourd'hui, nous allons plus loin dans l'accompagnement, c'est-à-dire permettre aux personnes qui sont les plus démunies
d'accéder à l'achat de matériel performant qui leur permet de réduire leurs factures électriques. À voir des ateliers, on va leur apprendre les bonnes pratiques en matière d'économie d'énergie. Je prends un exemple, éteindre les lumières quand vous sortez d'une pièce, par exemple. C'est toutes ces pratiques-là qui seront mises en place de façon à leur permettre d'avoir la pratique de ces bons gestes-là. Au-delà de l'intérêt d'avoir une facture qui diminue, c'est aussi l'occasion qui leur est donnée de devenir des éco-citoyens. C'est tout bon pour eux et pour la planète. On termine cette édition avec les épreuves de mathématiques qui se sont déroulées dans plusieurs établissements de Guyane ce matin. Étape éliminatoire de rallye académique. Une équipe sera sélectionnée dans chaque établissement selon les résultats pour participer à la finale. Compétition qui concerne tous les niveaux d'études du CM1 à la première. Jonathan Lariot. Dans cette salle de classe, la calculatrice est pour tous le meilleur des amis. Sur chaque table, les élèves tapent encore et encore les calculs qu'ils ont sous leurs yeux. Et même avec cet outil, arriver à la bonne réponse n'est pas aussi simple. C'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à comprendre un peu. Mais heureusement, 3 cerveaux valent mieux qu'un. Ici, c'est par équipe de 3 que se lancent les élèves. Face à eux, l'épreuve du rallye des mathématiques. Et devant tant de chiffres, la possibilité d'être à plusieurs est la bienvenue. Si je ne sais pas une réponse, je peux demander à Shakira ou à Isadora. Elles vont m'aider, c'est plus facile. En fait, on a une équipe pour échanger entre nous, pour voir les différents points, parce que tout le monde peut avoir un avis différent sur une même question. Et à 15 minutes de la fin, les premières copies arrivent. On se partageait les tâches équitablement et chacun faisait son calcul et expliquait aux autres sa façon. On a eu le temps avec nos 3 cerveaux de finir en 40 minutes. Mais le défi reste de taille et pour certains, un peu plus de temps n'aurait pas été de refus. C'était compliqué, il nous restait un dernier exercice à terminer, mais voilà, enfin, ça a sonné et puis voilà. Cette épreuve réunit par plusieurs catégories les meilleurs matheux du collège au lycée dans plusieurs établissements du département. Aujourd'hui, c'est le premier jour de test, une épreuve de qualification, énigmes, casse-tête et problèmes en tout genre. Les élèves ont eu fort à faire. Pour résoudre un problème, il n'y a pas qu'une façon. Le voisin peut avoir pensé à une idée que l'autre n'a pas. Après, ce sont des visions différentes. Donc il y avait un exercice là qui n'était pas, qu'on pouvait résoudre de plusieurs façons et même par découpage collage. Donc si un élève a cette idée de manipuler, de découper-coller, c'était possible en fait. Il n'y a pas que des formules, il n'y a pas que des calculs. Comme je dis, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de penser, logique. L'heure est maintenant à la correction des copies. Une équipe par établissement sera choisie afin de participer à la finale académique au mois de mars. Et avant de clore cette édition, voilà quelques informations pratiques utiles à votre quotidien. Notez des perturbations de la distribution de l'eau dans plusieurs secteurs de la commune de Saint-François demain. Le retour à la normale est prévu jeudi 9 février en fin de matinée. L'EFS vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destreland, portes 4 et 5 de 8h30 à 13h. Et enfin, n'oubliez pas, si vous avez une information, si vous êtes témoin d'un événement, appelez-nous à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 0590 71 11 ou envoyez-nous un mail à rédaction@atv.gp. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques instants et d'y planter dans Questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.